Bonjour à tous, je suis ravi de vous revoir aujourd'hui. Alors, je suis dans ma voiture, le temps de trouver un angle de cadrage qui aille à peu près bien. Je suis stationné pour l'instant et je vais en profiter pour faire une courte vidéo. Hier, j'ai rencontré une personne qui voulait passer un entretien d'embauche dans une société et ça a été l'occasion avec elle de discuter d'un certain nombre de choses que je voudrais partager avec vous. Euh, J'observe, parce que c'est pas la première fois que ça m'arrive, qu'on se pose la question de savoir est-ce que ça vaut la peine de travailler à tel endroit, comment dois-je me comporter dans un entretien d'embauche, etc. Alors la question est très complexe et tout va dépendre finalement de nos intentions. Si notre intention c'est absolument d'avoir le travail et qu'on considère qu'il est de notre capacité à nous d'avoir ou de ne pas avoir un travail, alors nous allons rentrer dans toute une série de manœuvres où nous allons tenter de séduire ou prétendument séduire le recruteur en avançant des choses qui ne sont pas toujours tout à fait justes, tout à fait exactes, en tentant de se forger un personnage que nous ne sommes pas nécessairement et qui, dès qu'on sera engagé, s'effondrera et nous privera d'une certaine évolution dans la carrière, voire même mettra fin à notre relation avec l'entreprise. Simplement, nous aurons à devoir traîner derrière nous les conséquences de cette forfaiture, de ces mensonges, parce que ça restera quelque part gravé dans notre CV d'une manière ou d'une autre. Alors la question qui se posait, c'était de savoir comment peut-on répondre à un employeur, enfin à un employeur potentiel, à un recruteur, lorsqu'il nous demande pourquoi on a quitté un job précédent. Surtout si les raisons pour lesquelles on l'a quitté pourraient lui faire peur. Juste pour donner un contexte, bon, nous sommes au Maroc. La personne souhaitait pouvoir rentrer dans une banque. Elle avait déjà travaillé dans une banque auparavant. Elle l'avait quitté à un moment donné pour des raisons, on va dire, religieuses ou philosophico-religieuses, puisque pour les non-musulmans qui nous suivent en islam, tout ce qui est attaché aux intérêts est réprouvé par la religion. Et donc, cette personne avait quitté la banque dans laquelle il travaillait au prétexte justement que cette banque travaille avec les intérêts et donc pris à un moment donné par une prise de conscience ou bien par un sursaut, disons, de spiritualité, et il avait abandonné son travail. Et là, il souhaitait pouvoir se présenter dans une banque qui, elle, est une banque dite islamique. Donc, est apparue il y a quelques années au Maroc des banques qui prétendent en tout cas respecter la loi musulmane et donc qui ne travaillent pas, en tout cas officiellement, avec les intérêts. Simplement, l'essentiel de ces banques sont des émanations des banques classiques. Donc, ils ont ouvert à un moment donné une marque qui est une marque, on va dire, au branding plus musulman et répondant peut-être un peu plus à la charia. La charia étant simplement la loi musulmane. Mais bon, après ça, on pourrait gratter et discuter beaucoup autour de ça. C'est pas le propos de la vidéo d'aujourd'hui. Et donc, la personne avait peur de pouvoir dire ça à son employeur. Alors, j'ai abordé avec lui la question sous plusieurs angles. Dans un angle spirituel tout d'abord, en disant, si de toute façon ce travail t'est destiné, que tu mentes ou que tu ne mentes pas, tu auras ce travail parce que c'est celui-là que tu dois avoir. À l'inverse, pareil, si ce travail ne t'est pas destiné, même si tu es la plus honnête des personnes, tu n'auras pas ce travail. Donc, ça c'est la vision spirituelle, donc vas-y calmement et avance. Quand je lui ai demandé pourquoi il voulait ce travail, il m'a dit mais parce que pour gagner ma vie, parce que c'est bien et c'est honorable de gagner son argent. Alors je dis pas le contraire, hein, Dieu préfère que nous ayons, que nous choisissions, disons, des voies qui sont plus certaines. Et c'est vrai que les voies les plus certaines pour gagner sa vie, c'est d'avoir un contrat de travail ou de faire du commerce. Et donc c'est de faire fonctionner ce qu'on appelle en islam la loi des causes et des conséquences. À l'inverse, ce que l'islam n'aime pas, ce sont les jeux de hasard et le fait de gagner sa vie à travers la loterie ou d'autres jeux de ce type-là, à travers le poker ou que sais-je. Donc, jusque-là, c'est juste. En même temps, je lui pose la question de savoir est-ce que c'est la meilleure raison pour laquelle faire un travail ? Parce que, de fait, il est honorable de gagner sa vie, là n'est pas sa question, mais ne serait-il pas plus intéressant de faire un travail parce qu'il fait sens, parce qu'il y a une contribution qui est apportée, parce qu'on fait quelque chose, et
Au demeurant, on peut aussi gagner sa vie de ce travail. Le fait de gagner sa vie étant une heureuse conséquence de ce travail. Si je prends un exemple, pour me mettre en scène, par exemple, je pourrais faire mon métier pour gagner ma vie, pour gagner de l'argent. Maintenant, je peux aussi faire mon métier de consultant, formateur et coach pour aider les gens. Et ce faisant, de temps en temps, au demeurant, je gagne aussi ma vie, ce qui est une heureuse conséquence issue du travail que je peux faire. Mais le premier objectif n'est pas de gagner ma vie, c'est d'aider les gens. Ce qui veut donc dire que s'il y a une personne qui est pauvre, qui est démunie, etc., je me permets de l'accompagner, de la coacher aussi. C'est un être humain, pourquoi n'aurait-il pas droit à pouvoir bénéficier d'un accompagnement alors qu'il vit peut-être des choses parfois plus terribles que les gens nantis. D'ailleurs, c'est tout le débat que j'ai par rapport au corps médical qui, dans son ensemble, réclame, et c'est un peu l'usage ici au Maroc, de d'abord présenter son portefeuille, son chéquier, ou alors le fait qu'on échoue bien auprès des organismes sociaux, la CNSS et tout ça pour ne pas les nommer, avant de nous soigner. Et je disais, je ne voudrais pas être médecin et me présenter devant Dieu au jour du jugement dernier, et qu'il me dise, mais ô ma créature, en parlant de moi, tu as souhaité pouvoir soigner les gens, je t'ai accordé la capacité de soigner les gens. Là, j'avais une de mes créatures qui souffrait, qui était là juste devant ta porte, et tu as refusé de la soigner. Pourquoi? Ah, mais mon Dieu, il n'avait pas d'argent, il ne pouvait pas payer. Et Dieu lui dit, mais qui t'a donné ce don? Et qui te nourrit tous les jours? C'est cette créature ou c'est moi? Donc si je te donnais ce don de pouvoir soigner les gens, c'est pour que tu soignes les gens. Te nourrir, c'est moi que ça concerne et c'est moi qui te nourris. Et donc c'est ça que j'ai tenté de lui rappeler également, c'est que c'est Dieu qui nous nourrit. On pourrait même faire notre travail correctement si Dieu a voulu, pour des raisons qui lui appartiennent et parce que c'est important pour notre développement, que nous vivions dans la pauvreté ou disons en étant plus serrés. On ne pourra rien faire par rapport à ça. Donc, autant faire un travail parce qu'il fait sens, parce qu'il y a une contribution à apporter, etc. Et là, ça réclame évidemment de repenser qu'est-ce qui est important pour nous, son projet de vie, etc. Alors, pour revenir à la question de savoir qu'est-ce qu'on pouvait répondre à l'employeur, alors je tentais d'expliquer également qu'on n'est pas toujours obligé de répondre à une question. Et en fait, on pourrait très bien agir comme les politiciens, en recadrant la question, ou en recadrant la question de telle façon que finalement, ça devient une autre question, qui est peut-être d'ailleurs celle que voulait vraiment poser le recruteur, et de tenter d'y apporter une réponse qui a une valeur sans devoir nécessairement aborder la question qui était posée telle qu'elle était posée, avec tous les risques d'incompréhension ou de mauvaise interprétation qui pourraient être faits. Donc, à la question que pouvait poser l'employeur, pour quelle raison avez-vous quitté votre précédent employeur? La personne pouvait très bien répondre, si je vous comprends bien, ce que vous voulez absolument comprendre, ce que vous cherchez à comprendre, c'est quelle motivation j'ai de travailler pour vous. Et d'expliquer après ça les motivations que la personne pouvait avoir de travailler pour elle. Alors, si l'employeur n'est pas, ou le recruteur n'est pas de la dernière pluie, que lui suit son scénario, son script, et qui veut absolument nous poser la question, on peut très bien répondre par une question aussi. En quoi est-ce important pour vous d'avoir cette information de manière spécifique? Alors, il pourrait tenter à ce moment-là un chantage émotionnel. Ah, je vois que vous ne voulez pas nous répondre, vous avez certainement quelque chose à cacher. Et on peut très bien répondre à ce moment-là, aimeriez-vous que, dans l'hypothèse où un jour je devrais travailler ailleurs, que je parle de la relation que j'ai eue avec vous à quelqu'un d'autre? Et ce faisant, à travers cette réponse, vous démontrez également vos valeurs en action. Vous avez un certain nombre de valeurs, vous n'avez pas besoin de les énoncer, mais vous démontrez que vous les faites fonctionner et que vous les mettez en action. Alors, si vous êtes face à un recruteur qui est un petit peu intelligent, reste à savoir s'il y en a encore sur le marché, à ce moment-là, un instant s'il vous plaît, parce que quelqu'un fait des bêtises. Voilà, désolé, je reprends la vidéo là où j'en étais, mais j'ai quelqu'un qui devant moi s'est parqué, et s'est parqué contre mon pare-choc, m'empêchant de pouvoir sortir tout à l'heure, ce qui est quand même assez étonnant, mais bon, je lui ai donc demandé gentiment d'avancer. Revenons à ce que je disais. Donc on démontre ces valeurs en les mettant en œuvre justement,
en montrant que quelque part c'est une partie de nous. Et si nous avons un recruteur qui est une personne un peu intelligente, et j'espère qu'il en existe encore sur le marché, mais à ce moment-là, en fait, il tente d'évaluer et d'apprécier la personne telle qu'elle est, telle qu'elle fonctionne, telle qu'elle réagit, et non pas ce que la personne dit et les mots qu'il utilise. Alors c'est vrai que ce qui est dit peut être aussi interprété, mais parfois elle peut être mal interprétée. Et puis on peut très bien rencontrer une personne qui ne partage pas nécessairement le même jeu de valeurs que nous, ce qui ne veut pas dire qu'elle soit nécessairement dans le jeu de valeurs de l'entreprise en question. Donc les questions humaines sont parfois compliquées. Donc de toute façon, je pense que ce qui est le plus important, c'est avant tout de rester intègre, de rester la personne que nous sommes. Évidemment, nous allons évoluer dans la vie et peut-être que dans quelques années, nous ne serons plus tout à fait la même personne et peut-être que le contexte dans lequel nous sommes pour travailler ne nous conviendra plus pour plein de raisons ou ne conviendra plus à notre employeur et ce sera le moment d'évoluer dans notre carrière et de la poursuivre ailleurs, peut-être en faisant autre chose. Je veux dire, ça arrive à plein de gens, surtout en mi-vie, vers les 40-50 ans, quand on a passé la première moitié de sa vie et que la plupart des personnes, elles sont installées, elles sont mariées, les enfants sont grands, la maison est là. Et là, ces personnes se posent la question, qu'est-ce que je vais faire de l'autre moitié de ma vie ? Et c'est souvent un moment de remise en question et c'est normal qu'on puisse prendre d'autres directions dans sa carrière et parfois même des changements de carrière radicale. C'est pas toujours simple à expliquer aux autres et c'est pour ça qu'il est beaucoup plus salutaire, je pense, sur le long terme, mais finalement de rester soi-même et d'assumer qui nous sommes. Alors nous avons des défauts, nous avons des qualités, ça nous les avons tous. L'idée c'est pas de cacher nos défauts, nos qualités. De toute façon, une qualité ou un défaut, ça dépend d'un contexte. Je prends toujours le même exemple. Si j'ai un comportement qui est le fait de ne pas dépenser beaucoup d'argent, si je suis riche, je serai considéré comme avare, mais si je suis pauvre, je serai considéré comme économe. Donc vous voyez que ça dépend finalement d'un contexte. Une qualité ou un défaut dépend d'un contexte. Et donc on n'a pas de qualité, on n'a pas de défaut, sauf un éventuellement qui est la flexibilité, c'est-à-dire la capacité à pouvoir dépenser moins si on est un peu plus pauvre à un moment donné, et de pouvoir être un peu plus généreux si on est un peu plus aisé dans la vie. Donc il ne faut pas avoir peur des qualités ou des défauts, et de toute façon, une qualité ou un défaut, c'est un jugement. Et le jugement, il sera porté par l'autre en face. Et nous ne connaissons pas sa grille de lecture, nous ne connaissons pas sa valeur et sa hiérarchie de valeurs, ni les critères qu'elle utilise pour pouvoir définir si c'est une qualité ou un défaut. Donc restons nous-mêmes. C'est comme un mariage, j'ai envie de dire, il faut que le mariage convienne aux deux. Et rappelons-nous qu'on va quand même devoir vivre longtemps ensemble. Si on souhaite faire carrière, c'est quand même le présupposé que l'on a lorsqu'on postule pour un emploi. Ça veut dire qu'on va être marié pour longtemps et on va travailler ensemble au moins 8 heures par jour, 5 jours par semaine. Et on a tout intérêt à s'entendre et pour ça, le mieux c'est que chacun sache quelque part à qui il a affaire. Donc cet entretien il sert quelque part à ça. Évidemment le recruteur tente de nous mettre dans des situations qui font qu'il peut juger de notre réaction. Je veux dire, un des tests qui est assez classique que certains subissent, c'est qu'ils rentrent en salle d'entretien et là le recruteur dit non, c'est pas vous que j'ai appelé, c'est quelqu'un d'autre. Et puis ce qu'ils cherchent à savoir, c'est comment nous allons réagir. Allons-nous sortir et faire rentrer l'autre personne, ou bien allons-nous dire écoutez, d'accord, on fera rentrer après, là comme je suis là, on peut peut-être commencer ensemble. Et donc voilà, c'est ça qu'ils tentent d'évaluer. Maintenant, quelle est la réaction attendue ou qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon, ça va dépendre d'un contexte, ça va dépendre dans quel contexte aussi nous sommes amenés à travailler demain, ça dépend ce qui est recherché, etc. Et parfois ce qui est recherché n'est pas bon pour l'entreprise non plus, c'est un fantasme qu'elle en a, mais c'est elle qui en porte la responsabilité. Donc restez vous-même. Après ça, si vous voulez approcher la question de manière spirituelle, dites-vous que vous avez de toute façon un destin. Faites les choses correctement. Et en même temps, si c'est bon pour vous, vous l'aurez. Si c'est pas bon pour vous, vous ne l'aurez pas. Et ce qui est encore mieux, c'est si vous faites les choses parce qu'elles font sens, parce qu'elles apportent quelque chose, parce qu'elles apportent une contribution. La question de la richesse, de la possession des biens de ce monde ou que sais-je, je veux dire, ne dépend pas de votre travail. Il a l'apparence de dépendre de votre travail, mais dans les faits, ça ne dépend que d'une seule chose, enfin que d'une seule personne, c'est de Dieu.
Et ça, c'est donc dans l'approche spirituelle. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Je vous souhaite énormément de chance dans vos démarches pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi. Je vous souhaite beaucoup de bonheur. Je vous souhaite pouvoir faire beaucoup de bien à tout le monde. Et puis à très très bientôt pour une prochaine vidéo.